alternative démocratique. Il se trouve, en l'occurrence, qu'on entend en même temps qu'il a eu des positions assez fermes par rapport aux Américains et que l'un des conseillers au State Department, que je cite dans le livre à 2 reprises, 2 personnes différentes, qui disent « il se pourrait que le fait que Baradei apparaisse contre nous dans ses positions publiques, ou qu'il ait été, cette perception qu'il était contre nous à l'époque de George Bush, soit le meilleur élément d'alliance avec les États-Unis. » En d'autres termes, jouer sur sa potentielle opposition, mais en même temps savoir qu'il est peut-être la voie par laquelle il y aura un contrôle relatif sur l'évolution des affaires du pays, et en particulier aussi avec le rôle de l'armée. Voilà, ça ce sont des faits. Et à partir de ces faits, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit et on se dit conspiration générale, tout est contrôlé, ou l'on se dit simplement attention à ne pas être naïf, il y a des enjeux qui nous dépassent, il y a des préparations qui nous dépassent et qu'on se pose ensuite la question. Parce que quand je dis ceci, on me pose souvent la question, on dit mais on ne comprend pas tellement la stratégie américaine parce que la stratégie américaine a toujours été de soutenir ces dictateurs. Comment se peut-il qu'on puisse à la fois soutenir Moubarak pendant tellement d'années, 30 ans, 81, enfin 30 ans Moubarak, puis avant Sadat, puis ensuite en collaboration avec Nasser, au-delà de toutes les péripéties qui ont été faites justement sur le mouvement des non-alignés, il y a eu des relations, mais disons plus clairement, Sadat et Moubarak, ce sont des gens, des régimes qui ont été protégés. Les 23 années de Ben Ali, et puis les relations qui ont fait que depuis 18 mois, on a fait réintégrer le colonel Kadhafi dans la communauté internationale pour des raisons qui sont extrêmement claires, une richesse extrêmement importante, les richesses pétrolières sont importantes et une capacité d'indépendance économique du pays qu'aucun autre pays en Afrique du Nord ne pouvait atteindre. Donc tout à coup on a là, par rapport à ces pays, une attitude complètement contradictoire. Comment se fait-il qu'ils ont été si longtemps soutenus et que là maintenant on serait d'accord avec les processus de démocratisation? Et c'est là que c'est important. Si on s'en tient à la lecture politique, il y a contradiction dans les termes. Si on ouvre l'horizon et qu'on prend en compte les nouvelles données économiques régionales, eh bien les choses changent. Dans l'espace des 10 dernières années, la Chine a multiplié par 7 ses relations économiques avec la région. Que l'Inde est en train d'intervenir et qu'elle est en train d'intervenir sur le plan technologique et sur les nouvelles relations également de commerce sur les questions pétrolières et sur les questions du gaz. Que Kadhafi, par exemple, pendant les dernières années, les 3 dernières années, a menacé à plusieurs reprises, et c'est pour ça d'ailleurs, on nous dit en France, ah, il a été reçu en France avec sa tante, parce qu'on a libéré les... Enfin, là encore, on nous prend des fois vraiment pour des idiots. Et ça marche. Malheureusement, avec certains, ça marche. Mais en même temps, la vraie raison, c'est le déplacement du centre de gravité. Vous savez, Kadhafi était un dictateur. Et c'était un fou. Moi, je suis opposé à lui. Je ne peux pas rentrer dans ce pays depuis les années où j'ai commencé à critiquer son régime, bien avant, en disant, et quand la Suisse m'a posé des questions sur Hannibal, son fils, qui est un autre fou, fils de fou, mais... Non, mais il y a quelque chose de grave, c'est-à-dire l'homme est... Bon, enfin bref, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Ce sont des dictateurs. Et c'est pour ça que moi, je suis très, très surpris. À des moments donnés, là, sur mon site, j'ai des gens, quand je critique, là, ils sont vraiment dans la politique simple. L'ennemi de mon ennemi doit être mon ami, ou l'ami de mon ami doit être mon... Mais les choses ne sont pas aussi simples que ça. C'était un dictateur. Maintenant, il y a une chose qui est vraie, c'est que c'est un homme politiquement fou, mais fin stratège. Il a quelque chose de tout à fait étonnant. C'est-à-dire, dans sa politique africaine, il y a des intuitions qui sont... On se dit, mais ça, c'est vraiment pas bête. C'est vraiment pas bête. Il gênait énormément, et on le sait, il gênait énormément avec sa politique africaine beaucoup de pays européens à qui il permettait l'autonomie relative. En Afrique de l'Ouest
Et puis des positions qui sont extrêmement claires sur la Palestine. C'est pas vrai qu'il était en soutien relatif. Non, il a été de ceux qui ont été un soutien idéologique à la résistance palestinienne qui gênait énormément Israël. Sur 3 plans, il est gênant pour Israël, Kadhafi. Sur la question palestinienne, sur la question du Soudan, n'oubliez pas, je vous renvoie à ceci relativement, il faut être critique par rapport à ce livre, mais le livre de Pierre Péan sur la nouvelle politique israélienne en Afrique est tout à fait intéressant. On peut être critique sur un certain nombre de choses, mais c'est tout à fait intéressant parce que vraiment là, vous vous rendez compte que si vous pensiez que l'Afrique était un champ uniquement entre l'Occident, c'est-à-dire l'Europe et l'Afrique, vous vous trompez, il y a des enjeux majeurs. Et en plus, maintenant, avec tout ce qu'on a trouvé comme gisement pétrolier, Niger, Mali, tout ça, c'est tout à fait important de se rendre compte. Et lui, Kadhafi était gênant, parce qu'il n'est pas contrôlable là-dessus. Il gère ses relations, et puis en même temps, il est en train de se déplacer sur l'Amérique du Sud. Des relations avec Chavez, on se dit, attention, c'est dangereux. L'homme est dangereux pour plein de raisons. Et donc ici, on a des dictateurs qui sont sous la coupe, et en même temps qui tout à coup aujourd'hui pose un problème. Pourquoi? Parce que l'ancienne stratégie américaine de tenir des dictateurs et de penser qu'on aura le monopole économique et géostratégique ne tient plus. D'autres acteurs sont en train de déplacer le champ de gravité vers l'Est. Soit on intervient et on maintient peut-être un semblant de démocratie mais d'autres relations économiques, soit on perd toute la mise. Parce que la Chine, quand elle vient, elle ne vous pose pas la question de savoir quelle est votre relation avec les droits de l'homme. Elle n'en a pas besoin. Le premier qu'elle devrait être, si vous avez entendu le Dalai Lama ce matin, tout à l'heure, il y avait une petite rencontre où il a eu une petite intervention, où il a mis en évidence combien il serait bon que la Chine devienne un vrai pays démocratique. Et ça aussi, il faut qu'on fasse attention du point de vue du côté arabe, parce que beaucoup sont en train de célébrer la Chine. La Chine, ce n'est pas la meilleure alternative, ni d'un point de vue politique, parce que ce n'est pas une démocratie, ni d'un point de vue économique, parce que c'est devenu un capitalisme effréné. C'est-à-dire qu'exploiter les travailleurs, on peut. Ce qui vous voyez, la présence chinoise en Afrique, mais ça fait peur tellement c'est puissant, mais surtout ça fait peur tellement parfois c'est le traitement indigne des travailleurs. Indigne, c'est-à-dire on envoie des prisonniers qui sont condamnés à mort à faire du travail qui est un travail extrêmement indigne et dans des conditions indignes. Il faut quand même se rendre compte de ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas célébrer le déplacement vers l'Est comme c'est le début de la liberté pour tous. Il faut être critique même par rapport à ces alternatives asiatiques. C'est-à-dire qu'il faut quand même se rendre compte d'une chose, je veux dire, remplacer un capitalisme qui exploite par un capitalisme qui exploite plus mais qui a une autre idéologie, c'est pas se libérer, c'est s'enfermer encore pour quelques décennies. Dire, il faut quand même se rendre compte là qu'il faut rester critique par rapport à ces sociétés, par rapport à ce qui est en train de se passer. Donc, ce qui est important, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui peut justifier et nous faire comprendre la logique contradictoire d'un point de vue politique? Eh bien, la logique, la contradiction politique se résout par une nouvelle perception de l'enjeu économique global. Géostratégiquement, l'attitude américaine et européenne avec les dictatures arabes ne tenait plus, ça n'était plus viable, il fallait changer, il fallait trouver d'autres voies Donc on a là des explications. Est-ce que ça veut dire maintenant, et c'est là que j'aimerais, parce que quand je suis allé dire ça au Liban, ou quand j'ai dit ça à un certain nombre d'invitations, d'associations arabes, il y en a qui me disent « mais tu nous énerves, on était contents, on était en train de tout casser ». On était heureux. Je préfère briser votre naïveté que d'y perdre la lucidité. Il faut regarder les choses en face. Et il faut faire l'analyse des faits, mais en même temps se rendre compte que dans ces mouvements-là, il reste de l'impondérable. Il reste des opportunités historiques que les peuples doivent prendre, parce que tout n'est pas contrôlable, même si aujourd'hui, la situation en Tunisie, elle est difficile, et la situation en Égypte, l'armée est très très présente, et qu'en même temps, ce qu'a dit Omar est très important, tout cette espèce de fantasme sur l'islamisme, attention. Vous vous rappelez, au début des soulèvements, c'est ce dont on nous disait, les islamistes sont les plus organisés, ils vont prendre le dessus. Et en fait, ce piège de la polarisation, il marche.
Si vous écoutez les débats aujourd'hui en Tunisie, ça fait peur, parce que vraiment on est dans une polarisation qui, à terme, peut paralyser en fait. Elle peut être tout à fait contre-productive, c'est-à-dire des mouvements populaires qui vont être paralysés par la polarisation idéologique. Soit on est laïque, soit on est islamiste. On n'arrive pas à se mettre d'accord, mais c'est pas ça la question. La question, c'est comment on libère le pays, comment on éduque le peuple, comment on s'occupe de la pauvreté, comment est-ce que, ce que tu disais, c'est ça les vraies questions. Or, maintenant, on est dans le formalisme qui polarise et qui, en fait, empêche le vrai débat de fond. Et c'est la même chose en Égypte, où on va faire des histoires sur est-ce qu'il faut mettre charia dans la Constitution ou non. On pousse les gens au conflit idéologique, mais pas du tout au vrai débat politique, pas du tout à une vraie stratégie. Et ça n'est pas, encore une fois, une simple stratégie qui vient de l'étranger, c'est le problème que les États arabes, les sociétés arabes, la société civile arabe a aujourd'hui. Il y a une vraie crise du débat politique. Il y a une vraie crise de quels sont les enjeux qu'on peut mener ensemble. Et là, ce que je mets en évidence dans l'ouvrage, c'est que les laïcs vivent une crise terrible de légitimité. Pour qui parle-t-il? Et au nom de qui parle-t-il? Qui sont-ils? Qui représentent-ils? Quelle est cette élite qui nous dit que c'est la seule solution? Et les islamistes, de notre côté, aujourd'hui, vivent une crise terrible. Si vous regardez ce qui se passe à Narda, les jeunes générations et les plus âgés, mais en même temps en Égypte, 5 courants différents chez les frères musulmans, unis contre Moubarak et complètement dispersés dans la gestion de l'avenir. Ils n'ont pas de position. Les jeunes ne sont pas d'accord avec les plus âgés. Les plus âgés, ils n'étaient même pas d'accord entre eux sur est-ce qu'il faut faire un parti, comment est-ce qu'il faut s'engager, même est-ce qu'il fallait soutenir la révolution du 25, comme ils l'appelaient. Tout ça, ça a éclaté. Nous vivons des crises terribles. Mais la seule chose qui tient malgré toutes ces crises, c'est une polarisation. Or, la polarisation, elle est stérile. Elle ne nous fera pas avancer sur la vraie démocratisation. Donc, en même temps, il faut être extrêmement vigilant parce que si les populations, si les intellectuels, si la société civile, si les leaders politiques sortaient un tout petit peu de cette imposition idéologique, parce qu'on peut passer du colonialisme politique à l'impérialisme économique, à la colonisation idéologique, c'est-à-dire on vous impose les termes de votre propre débat. C'est-à-dire on vous impose, vous avez le choix entre ça et ça. Et à partir de ceci, vous avez toute la possibilité, vous avez la latitude pour jouer avec les uns et jouer les uns contre les autres, même jouer sur les peurs. Parce que ce qu'on a appris... Est-ce que j'ai encore 5 minutes? Oui. Oh, ben, oui. Oui, je crois que j'étais... Oui. Non, j'ai pas 5 minutes en fait. Ouais. J'ai dépassé mon temps, donc je vais conclure. Et après, on ira dans la discussion, je pense, pour mettre ça en évidence. Si on vous a... Je sais plus ce que je disais d'ailleurs. Qu'est-ce que je disais? Vous suivez ou pas? Oui, oui, oui. Donc, ce que je disais... Polarisation. Pardon? Polarisation. Oui, oui, c'est ça, quoi. Donc, la polarisation, c'est aussi un moyen de stériliser, de rendre stérile le débat et de ne pas permettre aux choses d'avancer. Et puis surtout, de faire une chose qui est... Voilà, ce que je voulais dire, c'est-à-dire la colonisation idéologique, les termes du débat, qu'acceptent les Arabes aujourd'hui. Elle est problématique, il faut vraiment qu'ils sortent de ça. Il faut vraiment qu'on ait des forces aujourd'hui qui refusent de tomber dans le piège de la polarisation, qui se disent « mais c'est pas ça le vrai problème ». Alors le mouvement altermondialiste qui doit intégrer la question aussi de quelle est la place de l'islam dans ce débat-là, parce que ce n'étaient pas des islamistes qui ont mené tous ces éléments-là. C'est évidemment pas les islamistes qui étaient au premier rang, mais dire qu'ils ne sont plus musulmans, ça, c'est-à-dire « oh, ils sont comme nous ». Alors maintenant, on célèbre le fait qu'ils ont les mêmes valeurs que nous. Donc comme ils ont les mêmes valeurs que nous, il faut qu'on oublie qu'ils ont de références musulmanes. C'est là qu'il faut un tout petit peu plus de créativité dans ces débats-là. C'est comment on intègre les références culturelles, traditionnelles, linguistiques des pays pour trouver un projet qui soit un autre projet que simplement s'opposer aux laïcs ou s'opposer à l'Occident. Un nouveau paradigme en fait, qui déplace le champ de gravité, qui est conscient du champ de gravité se déplace vers l'Est, qui déplace le champ du débat sur quel type de société on veut. Et là, il faut vraiment qu'on aille vers quelque chose qui soit un tout petit peu plus sophistiqué. Je ne le vois pas aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que c'est encore la faiblesse de ces mouvements-là. C'est que, je veux dire, en Tunisie, en l'espace de 3 mois, on est passé de 50, 60, 70 jusqu'à 100 partis politiques. Et 100 partis politiques, c'est la débandade. Alors maintenant, il y a un phénomène de rationalisation. On est en train de revenir. Il faut espérer que quelque chose se passe. Mais on est vraiment dans une situation où c'est une dispersion de toutes les forces vers quelque chose qui n'est pas du tout assumé. Donc,
Ce que je suis en train d'essayer de dire, c'est qu'il y a des faits qui nous montrent que rien n'est né de rien, qu'il y a un certain nombre de faits, mais que malgré ceci, ayant étudié ces faits-là, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'opportunité. Et l'un des meilleurs exemples, c'est effectivement ce qui se passe en Syrie. Parce que